Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, le conflit en Ukraine. En ce 216e jour de guerre, la Russie achève l'organisation de référendums d'annexion dans 4 territoires totalement ou en partie sous son contrôle en Ukraine. Un nouveau seuil d'escalade est ainsi franchi dans cette guerre menée par le Kremlin, avec l'annonce en parallèle de la mobilisation de quelques 300 000 réservistes russes en pleine contre-offensive des forces ukrainiennes. Et avec ces référendums d'annexion, Vladimir Poutine fait le pari de la dissuasion nucléaire. Un vote qui suscite la colère tant de Kiev que des Occidentaux qui ont promis une réponse forte en cas d'incorporation. La Maison-Blanche a averti des conséquences, je cite, catastrophiques si Moscou venait à utiliser l'arme nucléaire et demande au Kremlin de mettre fin à l'agitation de cette menace. Par ailleurs, et sur le terrain cette fois, des milliers de citoyens russes fuient leur pays pour échapper au combat en Ukraine. Les 27, donc l'Union européenne, se déchirent pour leur part sur la question de leur éventuel accueil. L'Allemagne et la France sont pour. Les pays du Nord ferment leurs frontières aux déserteurs russes. Alors, pour faire le point sur la situation, j'ai le plaisir d'accueillir d'abord sur le plateau de questions d'actu, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir Madame Khadija. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes expert en sécurité, en stratégie. Bienvenue. Merci beaucoup. Et par Skype, Nabil Adel, directeur du groupe de recherche en géopolitique et en géoéconomie de l'ESCA. Bonsoir Nabil Adel, merci de vous joindre à nous. Bonsoir. Par Skype. Bonsoir, merci pour l'invitation. On va commencer d'abord par un commentaire sur ces référendums. Pourquoi d'abord? Est-ce juste une agitation, une énième agitation du pouvoir en place, de Vladimir Poutine, ou cela risque aussi de changer la donne? Hassan Saoud. Il faut d'abord, Madame Khadija, signaler que c'était un référendum qui était prévu pour le mois de novembre. Reporté certes plusieurs fois, et là on voit que face à des succès militaires qui ne sont pas des succès permanents, c'est des batailles qui sont gagnées. Et là, dans la précipitation, on a évidemment décidé d'organiser ce référendum du 23 au 27. Ça se termine aujourd'hui, comme vous le dites, mais les résultats, je pense qu'on ne les donnera pas de sitôt parce qu'il faut encore manipuler, additionner et tout ça. Quand vous dites manipuler, colonel Saoud, c'est qu'il y aura bien sûr une interférence sur les résultats de ces référendums. C'est-à-dire que ce ne sera pas des référendums honnêtes. À partir du moment où vous êtes en guerre, où une population a déserté soit vers la Russie, soit vers l'Ukraine, soit vers l'étranger, où peu d'habitants participent à un référendum, je pense qu'il était triqué. Ça, on n'a pas besoin de... Oui. Et puis, on est en guerre. Une élection, quelle qu'elle soit, référendum ou autre, nécessite une stabilisation, une liberté pour ceux qui vont voter. Et en l'espèce, je ne pense pas que ces conditions soient déjà accomplies pour un référendum honnête. Je pense que la stratégie du Kremlin maintenant, face à ces insuccès militaires russes, a décidé d'agir sur le politique et sur le symbolique. C'est quoi le référendum? Ça a commencé par d'abord des gouverneurs qui se sont concertés dans les 4 régions où ils devaient s'y tenir. Et puis on a demandé à la Russie leur attachement. Et il y a cette opération référendaire. Puis après, la Douma va demander au président de la Fédération de Russie leur attachement. Et donc, ça devient, d'ailleurs il en a parlé, le président Poutine, ça devient un problème d'intégrité territoriale symbolique parce qu'il n'y a pas de reconnaissance internationale. Voici où c'est que nous en sommes. Et donc, il y a de la précipitation, il y a quelque chose de... Il y a une perturbation au niveau de Moscou concernant parce qu'ils ont été surpris par les gains de territoire par la contre-offensive.
Alors, on aimerait bien que vous nous expliquiez, Nabila Adel, cette relation de cause à effet entre l'organisation de référendums et la menace nucléaire. Non, en principe, il n'y en a aucune. Il y en a aucune. C'est un ensemble de choses que M. Poutine essaye d'agiter pour camoufler, comme l'a rappelé M. Saoud, ses échecs sur le terrain. Aujourd'hui, nous savons qu'organiser un scrutin dans ces régions n'a aucune valeur juridique parce que ce sont des régions en guerre et les populations ne sont pas libres de leur voix. On ne peut pas voter non à l'annexion à la Russie alors que nous avons un revolver sur la tête. Tout ça, c'est une grosse mascarade où, par la précipitation et l'agitation, Moscou essaie de cacher ses revers militaires en Ukraine. Rappelons-nous qu'il y a à peine quelques mois, on pense à une opération qui devait durer 2 ou 3 semaines. Nous sommes au 8e ou 9e mois. Et aujourd'hui, c'est plus l'inverse qui se produit. Donc, face à son opinion publique, M. Poutine ne peut qu'agiter un certain nombre de cartes pour montrer qu'il détient toujours le conflit entre les mains. Mais finalement, ce sont des choses qui montrent la profondeur de la détresse russe. Quand on voit les Russes qui sont en train de quitter leur territoire pour aller se réfugier dans d'autres pays, ce ne sont pas les conditions qui permettent de parler d'une reprise saine des événements. Et aujourd'hui, nous savons que quand on recourt à la menace ultime, c'est-à-dire la menace nucléaire, ça veut dire que sur le terrain, les choses ne se passent pas telles qu'on les avait prévues initialement. Oui, alors, moi, je veux vraiment savoir c'est quoi la différence. Et aussi, qu'est-ce qui lie l'organisation d'un référendum, aussi incrédible peut-être soit-il, ou non crédible soit-il, et la dissuasion nucléaire, parce que c'est ce qui a fait réagir les Occidentaux. Il n'y a pas que les États-Unis que j'ai cités en introduction, il y a le Japon, l'Inde aussi, un mini volte-face des Indiens. Pourquoi on associe référendum et menace nucléaire, colonel Saoud? C'était le discours d'il y a quelque temps quand il avait annoncé, si vous voulez, la réponse du berger à la bergère. Il avait dit que l'OTAN est en train de brandir la menace nucléaire et il faut qu'il sache que nos armes nucléaires sont beaucoup plus contemporaines que les leurs. C'est une fuite en avant. La menace nucléaire, il est passé à un degré plus parce que c'est devenu une menace alors qu'elle est de nature dissuasive, défensive. Tout à fait. Pourquoi ? D'abord parce que la Russie est un membre permanent du Conseil de sécurité, primo. Secondo, il a signé le traité de non-prolifération nucléaire. Donc, et puis, dans les textes du TNP, un pays qui n'est pas détenteur d'une force nucléaire ne doit pas être attaqué. Ce sont des éléments très importants à souligner, madame. Donc là, un aveu de faiblesse, mais la menace nucléaire, quelle qu'il soit... Quand vous dites aveu de faiblesse, c'est quand la Russie admet des erreurs dans son offensive contre l'Ukraine? Je ne pense pas. C'est un aveu de faiblesse par rapport à la menace nucléaire. Très bien. Parce que, vous savez, il y a une confusion, on parle de tactique, stratégique, mais les dégâts sont énormes, quelle que soit la nature du nucléaire. Une fois dans un champ de bataille, vous êtes ce que j'appellerais un arroseur arrosé, personne n'y échappe. Vous savez, Nagasaki, c'est 14 kilotonnes. Ben là, on est de 10 à 100. C'est 10 fois la capacité de nuisance et de destruction de Nagasaki. Donc il faut faire attention avec ça. Des gens parlent de gesticulation, mais les Américains, étant renseignés, ont mis en évidence cette possibilité. D'ailleurs, le président Biden a dit par 3 fois « don't ». Sans parler évidemment du chef de la diplomatie américaine qui, vous allez remarquer qu'il a parlé aussi bien en public qu'en privé. C'est ça. En privé, ça veut dire le téléphone rouge. C'est ça. Qui a marché, et ils étaient en contact pendant longtemps, même s'il y a cette copie, il y a des contacts qui sont là. Voilà, mais le nucléaire, c'est quand même un stade ultime, sauf que la pensée stratégique, il faut toujours prévoir le pire et espérer le meilleur et faire en sorte que le pire n'arrive pas. Et si le
pire venait à arriver, Nabil Adel, quelles sont les chances pour que le pire arrive? En sachant que, effectivement, le fait de perdre contre cette contre-offensive ukrainienne déstabilise le pouvoir en place même, déstabilise Vladimir Poutine. Donc est-ce qu'il risque finalement de passer à l'acte? Alors, c'est faible, mais c'est pas nul. Ça veut dire que, a priori, il ne pourra pas le faire, sinon il sera complètement isolé sur la scène internationale. Même ses derniers soutiens vont s'en échapper. Donc, c'est quelque chose qu'il faut manier avec beaucoup de prudence, mais effectivement, quand on fait de la géopolitique, ce n'est pas le genre de scénario qu'on peut exclure. Donc, la probabilité n'est pas nulle. C'est la raison pour laquelle, même s'il y a 0,1% de chances que ça se produise, les effets sont cataclysmiques. C'est la raison pour laquelle Washington a haussé le ton pour dire attention, attention, attention. On ne joue pas avec ça. Et quand vous avez des pays qui ont apporté leur soutien ou du moins été dans une position de neutralité face à ce conflit, commence à hausser le ton parce que là, on va franchir la ligne rouge. Une attaque nucléaire va supposer une riposte nucléaire. Et là, c'est l'engrenage et c'est l'escalade. Donc, je ne pense pas qu'en tant qu'homme d'État raisonnable, il puisse faire ça. Je pense que même ses soutiens en interne, une partie de ses généraux vont se désolidariser de lui. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut toujours garder sur la table. C'est une possibilité qui est là. Quand on a des armes, un jour ou l'autre, on est tenté de s'en servir. Et à partir du moment où nous avons un seul décideur à bord, cette probabilité augmente considérablement. Ben justement, quand on a un seul décideur à bord, il peut décider de passer à l'acte sans consulter ses généraux. Alors, que pèsent justement ces menaces où quand il y a une réaction des Occidentaux qui promettent une forte réponse en cas d'incorporation ou en cas d'attaque nucléaire, je veux dire, si il se sent vraiment en danger, il n'hésitera pas à appuyer sur le bouton nucléaire, quoi. Alors justement, c'est là où il y a la nuance entre lui se sentir en danger et la Russie qui se sent en danger. Okay, alors aujourd'hui, il n'y a pas de menace. La nuance alors est très très fine, hein. Voilà, parce qu'aujourd'hui, non, personne ne menace la Russie. Oui, mais sérieux. Il s'identifie à la Russie, c'est Vladimir Poutine, on connaît le personnage. C'est ce que je dis. Maintenant, le personnage, si dans son entourage, on commence à voir que le coût est très élevé de cette paranoïa, n'oublions pas que, je le rappelle, initialement, il était question d'une opération qui devait se dérouler sur une courte période. Maintenant, plus la guerre s'allonge, plus les soutiens vont se dissiper. Maintenant, quand on passe au stade supérieur, là, effectivement, la nuance est très claire entre la Russie qui se sent menacée, et aujourd'hui, personne n'a menacé la Russie, et Poutine qui se sent menacé. Et aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, Madame Hersen, plus cette guerre dure, plus les pertes s'accumulent, plus c'est son pouvoir à lui qui est menacé, mais pas la Russie. Aujourd'hui, personne ne menace la Russie. Donc, c'est de cette manière que l'Occident s'adresse à la Russie pour essayer de créer au moins une scission entre Poutine et les généraux en Russie, parce qu'à un certain moment, si Poutine perd et que ses généraux ne se soient pas désolidarisés de lui, c'est la même chose que Hitler et le procès de Nuremberg. Même ces généraux seront directement pointés du doigt et devront faire face de leurs actes. Donc aujourd'hui, brandir la menace nucléaire est une chose, ça reste de la rhétorique, l'utiliser c'en est une autre, et l'utilisation risquerait d'isoler la Russie complètement sur la scène internationale. Et Dieu sait que la Russie isolée sur la scène internationale ne pourra pas tenir quelques semaines, parce qu'aujourd'hui, elle tient parce qu'il y a encore des soutiens, aussi bien en matière d'import-export, aussi bien en matière de vente. C'est surtout l'Inde, justement, puisque vous parlez de cela, il y a un acteur majeur qui profite déjà beaucoup de cette guerre, c'est l'Inde. Et l'Inde a réagi aussi, commence à prendre quelque peu position par rapport à ce conflit. La toute dernière réaction après celle de Modi lors du sommet en Ouzbékistan
fut celle de ce responsable de la diplomatie indienne qui exprime une inquiétude par rapport aux dernières actions et déclarations russes. Donc, c'est de fait... Naturellement. Donc, la Russie, aujourd'hui, est isolée et elle va dans ce sens, avant même d'utiliser l'arme nucléaire. Elle le sera encore davantage, c'est pour ça qu'on dit que c'est une probabilité qui est très faible, mais qui n'est pas nulle, elle le sera encore davantage. Imaginez tous les pays du monde coupant des liens avec la Russie parce qu'elle aura utilisé l'arme nucléaire, la Russie ne tiendra pas quelques semaines. Très bien. Okay, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est une chance très faible, mais qui n'est pas à exclure. Colonel Saoud, peut-être une réaction par rapport à cet isolement de plus en plus marqué sur la scène internationale de la Russie. D'autant plus que, bon, elle ne pourra pas tenir, peut-être pas, parce que l'Europe dépend toujours de l'achat du gaz russe et nous sommes aux portes de l'hiver. Donc cet isolement-là, et surtout, un autre acteur, j'ai parlé de l'Inde, la Chine. Oui. Certes, il est isolé, et même certains alliés, comme la Chine, alliés entre guillemets, parce que la Chine est un pays pragmatique qui connaît que la géopolitique, c'est des intérêts changeants. Elle dépend en grande partie, 60% de ses exportations, c'est les États-Unis et l'Europe. Et puis, il faut signaler que la Chine n'a pas donné une seule arme à la Russie. Il faut le signaler, c'est important. Et puis, dans l'ajoute verbale chinoise, il y a la volonté d'aller vers le règlement diplomatique. L'Inde, le Premier ministre indien a dit en face de Poutine au sommet de l'Organisation de la coopération de Shanghai, ce n'est pas le moment de la guerre. C'est significatif et que la diplomatie doit prévaloir. J'aimerais parler un peu de la Biélorussie, qui est un allié inconditionnel et qui a changé sa constitution pour permettre aux armes nucléaires russes d'être sur son sol. Il y avait une rencontre hier à Sochi entre les deux, et je pense que le président Loukachenko, je pense, a édulcoré un peu sa position. Parce qu'il sait qu'en interne, il y a des problèmes et il y a des gens qui ne veulent pas de la guerre, d'autant plus qu'il y a même certains des bataillons de Biélorusses qui combattent avec les Ukrainiens. Et donc, il y a les États-Unis, évidemment, l'Europe et tout ça. Donc, il y a un isolement, comme a dit Adil. Et il y a un isolement de Poutine sur le plan interne, puisque vous évoquez le plan interne. Est-ce que vous pensez que cet isolement-là, les taux se serrent autour du président russe? La dernière fois, lors de la dernière émission à laquelle vous avez brillamment participé, colonel Saoud, il était question d'élus qui commencent à élever des voix contre cette guerre en Ukraine. Pas plus tard qu'il y a 2 jours, il y a encore eu un élu qui dit de toute façon la solution c'est tout simplement d'enlever le mal à la racine, nommant clairement le président russe. Donc qu'en est-il aujourd'hui de cette position isolée aussi du président au sein même de son pays? Je n'irai pas jusque-là, madame, parce qu'un régime autocratique comme ça, il a toujours des cercles protecteurs. C'est d'abord le FSB, parce qu'il est un ex-agent du KGB. Ouais. Donc, et puis, il y a une partie de l'armée et il y a les ultranationalistes. Donc, on ne va pas dire que c'est un lion en papier. Il y a un effritement, c'est sûr, mais jusqu'à dire que ça va aller jusqu'à isoler, je ne sais pas. Mais il y a des contestations énormes un peu partout. Mais déjà, la preuve, c'est les déserteurs. Absolument. Bon, on appelle à la mobilisation de 300 hommes. Est-ce que vous pensez que c'est un fiasco déjà, cette mobilisation? La mobilisation est un fiasco parce que entre ce qui a été dit au niveau du Kremlin et du ministère de la Défense, d'exclure les gens âgés et les étudiants, là, les gouverneurs ont très mal décliné. Et on a vu la deuxième chambre, la chambre haute russe, tenser les gouverneurs des régions, pour leur dire que vous n'avez pas appliqué et que vous avez fait montre d'un zèle inadéquat. Et là, on commence à rectifier. Il y a cette reconnaissance au niveau du Kremlin de l'erreur. C'est très important. Donc, il y a un dysfonctionnement.
quelconque, sans parler évidemment de toute la contestation qui fait boule de neige. Et c'est important. Et il y a un affaiblissement, mais je n'irai pas plus loin. Alors, toujours au sujet de cette mobilisation, Nabila Adel, est-ce que vous pensez que, bon, ironie du sort, j'ai envie de dire, les États européens seront appelés à accueillir les déserteurs? C'est toutefois si la Russie ne venait pas à appliquer sa menace de fermer les frontières à tous ceux qui sont, c'est ce qu'a fait l'Ukraine d'ailleurs, à tous ceux qui sont habilités à prendre les armes en Ukraine. Donc, admettons que ces frontières restent ouvertes. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne va rester solidaire? L'Europe est d'ores et déjà divisée sur ce point. L'Allemagne et la France ne veulent pas des déserteurs russes. D'autres pays veulent des déserteurs russes. D'autres pays refusent de les accueillir, ferment leurs frontières. Est-ce que vous pensez que ça pourrait poser un petit problème d'union à cette Union européenne? Écoutez, sur la question migratoire et sur la question des réfugiés, l'Europe n'a jamais montré un corps uni. Maintenant, effectivement, quand certains pays les plus importants, la France et l'Allemagne, montrent qu'ils sont prêts à accueillir des réfugiés russes, ça participe de la guerre psychologique. Est-ce qu'ils sont considérés comme réfugiés? C'est une question que je me suis posée aussi. Est-ce qu'ils ont le statut de réfugiés? Alors, ça dépend s'ils le demandent ou pas. S'ils le demandent, s'ils fuient un pays en guerre et qu'ils demandent... justement, la Russie n'est pas en guerre, jusqu'à preuve du contraire. Justement. Mais alors là rentrera la marge d'interprétation. Là rentrera la marge d'interprétation. Vous savez que souvent, on peut adapter le droit en fonction de contingences politiques. Maintenant, pour répondre à votre question, ça participe de la guerre psychologique. C'est que plus on accueille de Russes qui désertent la Russie, plus les images circulent dans le monde entier, ça contribue à fragiliser la position de M. Poutine. Ces gens-là, quand ils sauront qu'ils ont où aller, ils vont oser y aller en masse. Et là aussi, ça contribue à tout ce qu'on fait pour fragiliser Poutine sur le plan symbolique. On a commencé par les crimes de guerre. Là, on montre que c'est la même population qui le fuit. Donc tout ça sont des éléments qui cassent le mythe Poutine en Russie et contribuent à son affaiblissement. Maintenant, le fond du problème, c'est que est-ce que ce sont des gens qui désertent? Et c'est ça la question. Aujourd'hui, quand vous demandez à un Russe d'aller tuer de l'Ukrainien, qui peut être, qui certainement quelques générations avant avait le même grand-parent, sachant que cet Ukrainien ne l'a pas envahi, ne l'a pas agressé, n'a même pas menacé de l'agresser. Donc pourquoi il ira exposer sa vie pour tuer quelqu'un qui ne l'a jamais agressé ni menacé d'agresser? Donc c'est après, là où la guerre... pardon, excusez-moi Nabila Adel, je vais juste vous reprendre sur quelqu'un qui ne l'a pas menacé. Ceci est un discours de l'Occident. Après, les discours qui sont ressassés sur les télés officielles russes, aussi sur les réseaux sociaux et sur toute cette communication autour de cette guerre en Ukraine, déjà, on l'appelle même pas guerre, on l'appelle opération spéciale. Donc, c'est pour répondre à une menace non seulement ukrainienne, mais une menace de l'Occident. Donc, in fine, je ne pense pas que la perspective soit la même que vous décrivez. C'est-à-dire la perspective d'un Russe, c'est qu'il y a tout l'Occident à travers l'Ukraine qui veut attaquer son pays. Écoutez, madame, là, on parle factuellement. Si, c'est factuel ce que je vous dis. À aucun moment, non, factuel. Un responsable ukrainien... Oui, mais la perception est différente de l'autre côté des frontières, du côté russe de la frontière. Je suis d'accord avec vous, madame. Mais nous, on n'analyse pas la perception, on analyse la réalité, les faits. Aujourd'hui, avant la guerre, aucun responsable ukrainien n'a menacé la Russie. Comme ça, verbalement. Personne ne l'a menacé. Même l'OTAN n'a jamais menacé la Russie. Même l'OTAN qui était en train de s'étendre dans beaucoup de pays de l'Europe de l'Est, à aucun moment il y a eu une menace qui s'est adressée à la Russie. Maintenant que la Russie considère l'extension de l'OTAN comme une menace, ça c'est différent. Mais c'est comme ça qu'ils vendent ça à leur population, Nabil Adel. Alors quand je vous dis perception, ça veut dire réaction, ça veut dire adhésion à cette mobilisation. Et ça veut dire que ça leur donne un motif valide pour aller faire la guerre en Ukraine, à ces Russes, à cette population russe. Qu'on peut partager, vous et moi, mais d'un point de vue factuel,
quand ils voient Non. et qu'ils écoutent ce qui Oui. se passe autour d'eux, c'est que l'Ukraine n'a jamais menacé la Russie. Maintenant que M. Poutine imagine des Mais ça, menaces c'est la dans position sa des tête- Occidentaux, Nabila Adel. Écoutez, alors ça, c'est ma position en tant C'est qu'enseignant-chercheur. c'est la position des Occidentaux et c'est le discours, certainement, qui n'est pas diffusé sur les ondes russes. Ce que je veux dire, c'est, vous l'avez dit à juste titre, vous l'avez même expliqué, les Russes se sont sentis menacés par l'OTAN via l'Ukraine. Ça, c'est factuel aussi. S'il vous plaît, madame. Alors, je fais réagir. Oui, allez-y. Factuellement. Allez-y. Alors, factuellement, l'OTAN ne pouvait en aucun cas intégrer, l'Ukraine ne pouvait en aucun cas intégrer l'OTAN parce qu'elle avait des problèmes frontaliers depuis la Crimée. Oui. Donc, même factuellement, l'Ukraine ne représentait pas une menace pour la Russie. Mais M. Poutine a trouvé que la révolution en Syrie était une menace pour la Russie. Et il est intervenu en Syrie. Donc, vous ne pouvez pas discuter avec des gens comme ça. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, c'est que du côté de la population russe, on peut lui avoir vendu une autre version des faits, une version où on a montré que la Russie était menacée. Tout à fait. Mais aujourd'hui, factuellement, aucun pays n'a menacé la Russie. Non, moi je suis restée juste sur ce qu'on a vendu aux populations russes. Sur ça, on est d'accord. Oui. Sur ça, on est d'accord. On n'est pas obligé d'être d'accord, Nabila Adel. Colonel Saoud. Sur la question de l'OTAN, tout le monde savait, et Poutine en premier, que l'Ukraine n'allait pas intégrer l'OTAN, encore moins l'Europe. Parce que l'OTAN, c'est en même temps une organisation militaire, mais politique. Politique, oui. Sauf que dans la perception du Kremlin, l'Ukraine n'est pas un étranger proche, comme ils appellent ça. Pour eux, c'est un territoire de la Russie, c'est des relations consanguines. Donc, venir à la frontière de l'Ukraine, pour lui, c'est une menace existentielle. Voilà un peu la logique. En ce qui concerne cette mobilisation dont vous avez parlé tout à l'heure, nous avons vu qu'elle piétine. Pourquoi? Quand vous voyez... Ils n'ont pas annoncé de chiffres de combien ont adhéré à cette mobilisation, non. à part les 300 000 qui ont été cités comme objectif. Ça c'est le chiffre donné pour recruter les réservistes. Objectif, voilà, c'est cela. Mais on a senti que côté ville, il n'y a rien. Il y a beaucoup de problèmes, mais on s'est rabattu sur le sud, le Daghestan, l'Ouriatie et la Crimée. Et le cas de la Crimée est extraordinaire. Les Tatars sont 13% de la population. Eh bien, ils ont été convoqués à 90%. Oh. Ah oui, c'est des statistiques qui sont justes. Donc, il y a d'abord une répartition géographique inégale parce que dans les centres urbains, personne ne veut y aller. Il y a les femmes, les épouses et les mères qui ont joué un rôle important dans la démobilisation. Et puis, vous avez... elles ont même réagi, les mères absolument. des soldats, au tout début de cette guerre. Maintenant, elles se sont exprimées. Oui, même si on ne sait pas combien de soldats sont morts. Alors moi, j'ai des chiffres là. Donc le Pentagone qui avance de 70 000 à 80 000 soldats qui auraient été mis hors combat, donc soit tués, blessés ou disparus en 7 mois d'affrontement. Selon les Russes, ils sont moins de 6 000 qui ont été tués. Vous savez, les statistiques, évidemment, ce sont des êtres faibles. Une fois que vous les malmenez, ils finissent par vous dire ce que vous voulez. Tout à fait. Donc, c'est comme ça. Mais la violence des combats, la territorialisation des combats, la contre-offensive, surtout. Et des renseignements assez recoupés parlent de 60 000 entre morts et blessés. Donc, peut-être la moitié. Mais perdre 6 000 et appeler en réserve 300 000, ça vous donne la disproportion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de pertes. Ou peut-être que la contre-offensive est beaucoup plus dangereuse bien sûr. que ce qui était prévu. Donc on a besoin de plus d'hommes.
Non, madame, on n'a même pas senti la contre-offensive, eux. C'est ça les renseignements, c'est ça tout le déficit des renseignements russes. On n'a même pas vu qu'il y avait une préparation. Et puis, on les a induits en erreur. On a parlé de la région de Kherson et l'offensive a eu lieu à Kharkiv. Vous savez, il faut savoir que l'armée ukrainienne a été pendant longtemps fait l'objet de formation par les Américains et surtout les Anglais, depuis 2015. Et donc, ils se sont adaptés à une stratégie occidentale où il y a de la décentralisation, de la fluidité et de l'homogénéité, en plus du moral. Face à une armée verticale, centralisée, sur un champ de bataille, ça ne marche pas. C'est ça le succès. Et ils ont su s'adapter aux nouvelles armes qui ont été données par les Américains, moyennant une formation rapide. Et il faut le signaler parce que c'est très important. Et le moral est là. C'est ça le point fort des Ukrainiens, c'est le moral, alors que de l'autre côté, vous savez combien ils ont abandonné comme matériel important et qui peut servir aux Ukrainiens parce qu'ils le connaissent. Et là, il y a un problème, madame, qui est important, c'est l'arsenal, l'industrie de l'armement et la machine industrielle militaire. Elle ne fonctionne pas, elle ne peut pas supplier toutes les pertes. Et là, nous sommes en train d'assister, et c'est des renseignements américains qui sont, parce que vous savez, ils ont 25 satellites sur l'Ukraine. Donc le renseignement d'écoute, ils sont en train de faire ce qu'on appelle dans le jargon militaire la cannibalisation du matériel. Vous prenez par exemple la tourelle d'un T-60 et vous la mettez sur le T-80. Il y a un grand problème de régénération du potentiel militaire de la Russie, ça c'est un fait. Et contrairement à l'Ukraine, ce ne sont pas les alliés de la Russie qui vont l'aider en termes d'armes. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jusqu'aujourd'hui, personne n'a fourni d'armes à la Russie, à part l'Iran. L'Iran, il a fourni des drones qui ne fonctionnent pas. La Corée du Nord a promis des obus, ce n'est pas encore parti. La Chine n'a jamais donné. Donc, il y a, et contrairement à l'Ukraine, on a recensé maintenant, valeur aujourd'hui, 50 États qui aident l'Ukraine. Qui ont participé. Oui, qui continuent à participer. Voilà. Alors, qui continuent à participer, Nabil Adel, je vais vous poser une question qui sort un peu de la stratégie militaire pour aller vers la stratégie économique et puis revenir sur cette conclusion de l'OCDE qui dégrade sa prévision de la croissance mondiale. La guerre en Ukraine va continuer à coûter cher aux États du monde. C'est l'OCDE qu'ils disent. Bien sûr, on parle de récession pour l'Allemagne. Si l'Allemagne tousse, c'est l'Union européenne qui est littéralement très malade, très fébrile. Donc, est-ce que cela risque aussi d'affaiblir peut-être le côté occidental sur cette guerre? Parce que finalement, c'est une guerre aussi qui les implique indirectement. Vous avez raison. Nous sommes dans un contexte d'affaiblissement général des économies occidentales. Pas uniquement par cette bataille d'Ukraine. Vous avez l'inflation qui est de retour depuis 40 ans. Qu'on n'a pas vu depuis 40 ans. Nous avons également la relance post-Covid qui tarde à se matérialiser. Donc ça va affaiblir les économies occidentales. Mais c'est le pot de terre contre le pot de fer. Les dégâts sur l'économie russe sont infiniment plus importants que les dégâts sur les économies occidentales. L'économie russe est en train d'être renvoyée au Moyen-Âge à cause de toutes ces sanctions, un retard économique, un retard technologique, une baisse de niveau de vie. Et les Occidentaux sont prêts à payer ce prix parce que ce qu'a fait M. Poutine le rappelle ce qu'avait fait Hitler en 1939 quand ils ont cédé face à lui, quand il a voulu mettre la main sur la Tchécoslovaquie, et ils l'ont laissé faire. Et après, ils ont eu une deuxième guerre mondiale. Donc maintenant, ce que fait M. Poutine en voulant changer la carte de l'Europe de force, rappelle ce vieux souvenir. Et donc, les Occidentaux, surtout les leaders, sont prêts à sacrifier quelques points de croissance, quelques points de production, mais ne pas laisser M. Poutine se transformer en monstre qui risque de commencer à avaler les pays les uns après les autres. Donc, ils veulent que l'Ukraine soit la première et la dernière héros de M. Poutine. Et
ce faisant, ils envoient un signal fort à la Russie. Attention, n'essayez surtout pas de faire la même chose pour Taïwan. Donc, fait naturellement, tout le monde est perdant, mais la Russie perdra beaucoup plus que l'Occident. Très bien, donc les dégâts économiques sont importants des deux côtés. Dernière question, colonel Saoud. En Asie centrale, selon nombre d'observateurs, eh bien, la Chine profiterait de l'isolement de la Russie en guerre. De l'autre côté, on a ces acteurs importants. Et je citerai l'exemple aussi de la Turquie qui annonce vouloir en tout cas rejoindre cette organisation de coopération de Shanghai. Et aujourd'hui, la Turquie qui fait un peu ce qu'elle veut. Et en l'occurrence, rester clairement entre l'Orient et l'Occident, avec la Russie et avec l'Ukraine. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la Turquie, c'est l'un des plus grands aussi gagnants sur le plan purement géopolitique de cette guerre? Pour répondre à votre première question concernant la Chine, oui. Encore une fois, aussi bien dans l'organisation eurasiatique que dans cette OCS, elle est le leader incontesté, elle est une puissance économique. Naturellement, l'affaiblissement de l'URSS l'arrangerait pour son programme hégémonique dans la région, évidemment avec comme moyen économique important les routes de la soie, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça l'arrange en tout cas. Et elle ne cédera pas ses intérêts économiques par rapport aux États-Unis et à l'Europe, c'est clair. Quant à la Turquie, ben c'est l'enfant terrible de l'OTAN. Il est otanien, il a acheté des S-400 russes. Il est dans l'OTAN, il vient comme pays interlocuteur de cette organisation de la coopération de Shanghai. Donc il est libre. Et il a, évidemment, c'est le seul médiateur crédible. Il ne faut pas le nier. Qui a pu... le président français a fait des tentatives, finalement, ça fait pchit, comme disent les Français. Il ne reste que lui. Il a négocié le déblocage déjà, le déblocage des céréales. Des exportations céréalières. Oui, et il est là, il est en contact permanent avec Poutine. Donc c'est un acteur majeur, important dans cette crise particulière. Et il vend des drones à l'Ukraine. Et il a du gaz russe et du pétrole russe parce que son économie en a besoin. Donc vous voyez, j'ai l'impression que c'est un électron libre qui sait ce qu'il veut. Parce qu'il a une géographie qui lui permet de faire ça. Il est indispensable à l'OTAN et donc il nargue et personne ne peut lui dire quoi que ce soit. Vous avez vu les échanges d'invectives avec le président français qui n'ont pas lieu d'être, mais il reste quand même, la Turquie reste un acteur incontournable dans cette crise, avec évidemment en perspective les élections présidentielles en Turquie et il essaie certainement d'influencer l'opinion interne parce que l'élection va être difficile. Là, il est en train d'engranger des succès. Peut-être que ça va lui servir pour l'élection présidentielle. C'est ce que je pense. Mais il ne faut pas négliger son rôle, aussi bien à l'OTAN et que dans la dernière réunion, il était comme interlocuteur. Parce que vous savez, l'OCS, vous avez des membres, vous avez des membres observateurs et vous avez des interlocuteurs. Ça fait à peu près une quinzaine de... Mais une organisation hétérogène, avec de la conflit. Parce qu'il y a des conflits entre ces mêmes pays. Ah oui, bien sûr. Regardez, Chine, Inde, Pakistan, Chine, Pakistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, l'Azerbaïdjan, Arménie. Comment voulez-vous additionner des contraires dans Est-ce que vous pensez que, justement, en tant que médiateur, la Turquie... si elle annonce vouloir intégrer cette organisation de coopération de Shanghai, c'est aussi pour jouer un rôle dans cette zone géographique. Absolument. De médiateur aussi, peut-être. Bien sûr, il y a des turcophones dans cette région-là. Mais où se positionne cette Turquie, justement Dans quel clan, j'ai envie de dire? C'est un pays otanien. Orient, Occident, on en est où? Où est la Turquie dans ces deux blocs Voilà à quoi nous sommes en train d'assister. Nous sommes en train d'assister
à l'émancipation de certains hégémons régionaux qui veulent se faire entendre. Et la Turquie est dans cet esprit-là. L'Inde aussi qui veut rejoindre, bien sûr. Qui veut être un membre permanent au Conseil de sécurité. Oui, l'Inde, parce que c'est quand même une puissance économique, ça sera le pays le plus peuplé du monde. Elle dépassera la Chine. Et la plus grande armée du monde aussi. Absolument. On parle de guerre. Évidemment, on lui reproche, et à juste titre, tout le mauvais traitement qu'il fait aux 200 millions de musulmans qui existent en Inde, et ça, c'est une autre affaire. Mais ça quand même touche la réputation de l'Inde, qui est censée être une puissance et en plus démocratique. Donc l'Inde et la Turquie veulent se faire entendre. On va dire qu'ils réussissent plutôt pas mal l'exercice. Absolument. Nabil Adel, un dernier mot sur justement ce point-là et les impacts, outre les impacts économiques, mais les impacts géopolitiques, stratégiques de cette guerre en Ukraine qui se transforme en véritable tremplin, j'ai envie de dire, pour de nouvelles puissances. Tout à fait, tout à fait. Vous savez qu'un ordre mondial naît à la suite d'une guerre, où les vainqueurs façonnent le monde selon leurs intérêts. Aujourd'hui, nous voyons, on n'a pas encore quelqu'un un vainqueur déclaré, mais on commence déjà à voir des puissances régionales se positionner sur un certain nombre de dossiers en marge de ce conflit. Donc, M. Poutine qui voulait remodeler le nouvel ordre mondial pour que la Russie trouve une place, maintenant c'est un ordre qui est en train de se faire sans cette Russie, qui aujourd'hui est empêtrée en Ukraine, mais nous voyons des calculs de la Chine, de l'Inde, de la Turquie, des pays arabes. Il ne faut pas oublier la position des pays arabes qui aujourd'hui, pour la première fois, il n'y a pas eu un alignement parfait sur les intérêts de Washington et ils ont commencé à faire entendre une voix divergente. Ils ont toujours joué la carte de Washington, mais quand Washington a voulu défendre ses intérêts, elle est partie négocier avec ce qu'ils considèrent comme leur pire adversaire, à savoir l'Iran. Donc aujourd'hui, les pays arabes s'émancipent de la position de Washington tout en condamnant l'agression russe. Il n'y a pas un alignement parfait comme on aurait pu le voir sur d'autres dossiers. Et donc voilà, vous avez beaucoup de puissances qui, à l'occasion de cette guerre, commencent à faire entendre leur voix. Je voudrais faire une mention pour le Maroc, qui a pris une voix sage, à savoir je condamne, parce que c'est une violation du droit international, c'est une agression contre un pays membre de l'ONU, mais ça s'arrête là. Donc on a vu que M. Boleta a rencontré M. Lavrov en marge des travaux de l'ONU, ils ont discuté, donc le message que les pays arabes modérés sont en train d'envoyer à Washington, vos ennemis ne sont plus forcément nos ennemis. Nous avons nos propres positions, on défend nos intérêts, quand il y a des points de convergence, c'est bon, mais quand les divergences sont trop grandes, on ne privilégiera jamais vos intérêts sur les nôtres. Merci beaucoup, Nabil Adel. C'est moi qui vous remercie. Colonel Saoud. Moi, j'aimerais aborder un peu cette capacité de nuisance que la Russie a en Europe. Vous savez qu'il y a une extrême droite qui s'affiche, Suède, tout dernièrement Italie, et dont on sait par exemple que Salvini a été financé par le Kremlin. Et donc il y a, et c'est sur quoi table le président de la Fédération de Russie, c'est l'éclatement d'une cohésion européenne qui peut le servir. Et c'est une capacité de nuisance importante dont il faut tenir compte à l'avenir. C'est bien de le rappeler. Merci beaucoup, Colonel Saoud. Merci, Nabil Adel. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Question d'Actu. Je donne rendez-vous demain, Inch'Allah, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien et très bonne soirée à tous.